on a parfaitement conscience, ici, sur le terrain, aujourd'hui, quand on est président du Conseil général, qu'on n'a pas entre les mains tous les outils qui permettent vraiment de répondre aux attentes et aux besoins des Français et des Françaises. Voilà, donc aller au Sénat, c'est préparer 2012. Aller au Sénat, c'est faire en sorte que le Sénat passe à gauche pour la première fois, sous la Ve République. Et moi, je vais être de ce combat-là. Bonsoir, une nouvelle Attitude 91 version politique et un invité que vous avez évidemment reconnu, qui compte particulièrement dans le département et que je vais donc recevoir en compagnie de Julien Meunier. Bonsoir. Bonsoir. Julien, et cet invité c'est Michel Berson. Bonsoir Président. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Les cantonales, donc c'est pour mars, je ne sais pas qui l'ignore encore, mais il y a quelques jours vous confirmiez ce qui se disait d'ailleurs sous le manteau, à savoir que vous n'aviez pas l'intention de briguer une autre présidence, que vous aviez fait, je crois que c'est votre terme, le job, et qu'à propos de job, vous vouliez intégrer le Sénat. Alors ma première question est relativement simple, pardonnez une certaine légèreté, vous en avez assez, vous estimez avoir accompli le maximum et c'est à un autre de prendre la situation en main, ou alors vous vous sentez aimablement poussé par des élus plus ou moins rénovateurs et vous vous dites, j'ai commencé en politique il y a 30 ans, député en 81, il est effectivement temps de passer ce flambeau de responsable de l'Assemblée départementale. Alors vous êtes fatigué là ou prêt si vous voulez, à concrétiser les vitamines que vous semblez avoir pris il y a quelques semaines quand vous avez pris votre décision? Je ne suis pas du tout fatigué. Je suis en pleine forme. Je suis, comme chacun sait, un combattant de chaque instant. Pendant 12 ans, de 98 à 2010, 2011, j'ai donné le meilleur de moi-même pour le département de l'Essonne, pour les Essonniens. Il y a 12 ans, ce département était sali. Il défrayait la chronique, avec des affaires judiciaires et financières. Je pense avoir redonné à l'Essonne son honneur. Je pense avoir mis bas le système qui existait et qui gangrénait notre département. Et à partir de cette situation assainie, début des années 2000, nous avons développé le service public, local, comme jamais, pour améliorer la vie quotidienne des Essonniennes et des Essonniens. Et nous avons procédé à des investissements d'avenir pour notre département, dans le secteur économique, dans la recherche, dans l'innovation. Et aujourd'hui, sans modestie, je dis que je suis fier du résultat, je suis fier du bilan, un bilan qui n'est pas que le mien, c'est celui de l'ensemble des membres de la majorité, qui m'ont toujours soutenu. C'est un bilan qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire l'Essonne, c'est un département solidaire, c'est un département volontaire, et c'est un département exemplaire, car ce que nous avons réalisé en 12 ans, peu de départements l'ont fait. Alors c'est pas la première fois que je vous entends dire que vous avez, même en d'autres termes, restauré la moralité. On a l'impression que c'était vraiment votre priorité. C'était votre priorité il y a 30 ans quand vous êtes entré en politique, la moralité? Écoutez, moi je suis pas, je dirais, un élu qui tergiverse, qui a une ligne courbe pour avancer. Je me réfère à des valeurs. Pour moi, l'intérêt général doit toujours l'emporter sur l'intérêt partisan. La volonté de rassembler doit toujours l'emporter sur, quelquefois, la nécessité de diviser, et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut toujours faire preuve de courage, faire preuve de responsabilité, savoir dire non, savoir quelquefois être minoritaire, parce qu'on croit à un certain nombre de valeurs républicaines, humanistes. Et c'est ça qui guide mon action, toujours, toujours. Toutes mes décisions sont fondées sur ces valeurs. Et donc aujourd'hui, je pense que le moment était venu, fort de ces valeurs qui me guident, le moment était venu de dire, au bout de 12 ans, 13 ans, c'est le moment de passer le relais. On sent bien qu'on est en train de vivre la fin d'un cycle politique et qu'est en train de poindre un nouveau cycle. Les échéances prochaines,
présidentielle, la réforme des collectivités territoriales qui n'est pas une réforme, c'est une contre-réforme, qui ne sera pas appliquée car elle est inapplicable, mais il faudra la faire, cette réforme, grande réforme, pour permettre précisément aux collectivités territoriales de développer le service public, qui, comme chacun sait, est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, de manière à lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Et seules les collectivités, et notamment les départements, peuvent le faire. Donc ça, il va falloir le faire. La réforme qui a été bâclée doit être remise sur le métier. Donc on sent bien fin d'un cycle, début d'un autre cycle. Et c'est à ce moment-là qu'il faut savoir passer le témoin. Et c'est pour ça que j'ai choisi les élections cantonales prochaines, du mois de mars, pour dire, bien, le moment est venu de passer le témoin à une nouvelle génération, parce que il faut, je dirais, tenir compte de cette volonté, de ce sentiment diffus, mais partagé, pas uniquement par les élus, par les grands acteurs économiques, sociaux, mais aussi les citoyens. Mais attention, on peut passer le témoin à l'un de ses collègues, mais à condition qu'on continue dans la même direction, avec bien sûr personnalité, avec ses méthodes qui ne sont pas forcément les miennes, mais l'axe demeure. Et j'y veillerai. Et j'y veillerai. Parce que si je passe le témoin, je reste membre de l'équipe. Je reste au conseil général. Je reste conseiller général du canton d'Évry-Courcouronnes, que j'aime tant. Et croyez-moi que dans l'assemblée départementale, pendant les 3 ans qui viennent, puisque mon mandat de conseiller général, pas de président, de conseiller général, se termine en 2014, pendant 3 ans, croyez-moi, à l'assemblée départementale, j'aurai une voix forte, et je suis persuadé que cette voix forte sera écoutée, entendue et respectée. Julien Monnier. Bonsoir, Monsieur Berson. Bonsoir. Donc vous parlez de passer le témoin et donc d'entamer un nouveau cycle pour notre Conseil général. 2 prétendants de votre camp du Parti socialiste se sont prononcés pour faire partie pour être président du Conseil général, pardon. Allez-vous apporter votre soutien à l'un d'entre eux, sachant que la désignation interne a lieu dans 1 mois? Comment vous positionnez-vous par rapport à ces 2 candidats, Thierry Mandon et Jérôme Guedj, évidemment. Écoutez, j'ai mûri ma décision, je l'ai rendue publique, je l'explique. Ensuite viendra le moment, effectivement, où l'ensemble des socialistes du département de l'Essonne seront amenés à débattre, à comparer et à choisir. Voyez-vous, les élus, et tout particulièrement les élus socialistes, ils ont une double légitimité. Ils ont d'abord une légitimité, je dirais, politique. Et cette légitimité, ils la reçoivent des militants qui les choisissent, de leur parti, qui leur donnent l'investiture. Et puis ensuite, il y a une deuxième légitimité. Il y a la légitimité démocratique. Celle qui, je dirais, est le fruit de la décision des citoyens. Car, in fine, c'est toujours le peuple souverain qui décide. Respectons ce calendrier. Le moment venu, je soutiendrai un candidat, j'expliquerai pourquoi ce candidat est celui qui correspond, je dirais, au profil d'un président de conseil général, qui est une clé de voûte, qui est une pierre angulaire d'un édifice, le conseil général, un grand édifice, et qui doit permettre à l'édifice d'être solide. C'est la clé de voûte, c'est la pierre angulaire qui fait que l'édifice est solide. Quelle est la meilleure clé de voûte? Je le dirai dans quelques temps, mais pour l'instant, laissez-moi réserver, je dirais, mon choix, ma préférence, à celles et ceux avec qui je travaille quotidiennement,
qui m'ont fait confiance, c'est-à-dire les militants socialistes. Alors vous avez déjà fait votre choix, on l'a bien compris, il y a 17 conseillers, mais alors tout à l'heure vous disiez que vous étiez un rassembleur et que vous n'aimiez pas diviser. Vous allez forcément diviser de par votre choix. Non, je ne vais pas du tout diviser. Je ne vais pas diviser. Ce sont deux bons candidats. Hein. Ah bah, c'est évident. Ce sont deux bons candidats. C'est la nouvelle génération. C'est pas la mienne. C'est celle qui est juste derrière. Et en fonction de leur personnalité, il y a un débat qui commence déjà. Il faut que le débat se fasse, que les idées s'expriment. Il faut que les deux candidats s'expriment. Samedi prochain, nous allons adopter le manifeste départemental dans lequel nous allons fixer un cap pour les années qui viennent, pour notre département. Nous allons présenter une vision du département de l'Essonne. Ça va être l'occasion pour les deux candidats de s'exprimer. J'attends d'entendre ce qu'ils vont dire. Et puis ensuite, j'expliquerai. Mais ce ne sera pas du tout un acte de division, pas du tout. Pas du tout. Bien. Oui, la désignation du candidat socialiste aura lieu au mois de décembre, sachant que le renouvellement de mandats des conseillers généraux, de la moitié des conseillers généraux a lieu au mois de mars. N'avez-vous pas peur de mettre la charrue avant les bœufs en choisissant dès à présent le futur président du conseil général, sans être sûr de conserver le conseil général à gauche? Alors, je peux vous garantir que nous allons bien sûr tout faire pour garder la majorité à l'Assemblée départementale. Aujourd'hui, on parle de présidence, on parle de désignation pour les sénatoriales, mais c'est un temps très court. Ensuite, on va vraiment expliquer la politique qui a été menée depuis quelques années dans notre département et en quoi ça a changé l'Essonne, et on va expliquer comment on envisage dans les années qui viennent, face à la crise, comment on envisage d'apporter des réponses aux difficultés que rencontrent les Essonniennes et les Essonniens, et on va expliquer comment on peut faire de grands choix parce que notre département a un bel avenir. Donc on va faire campagne. Et je pense qu'on sera en capacité de garder la majorité au sein du Conseil général. Alors, pourquoi débattre aujourd'hui du passage de témoins parce qu'il faut que ça se fasse dans la transparence. Il faut que ça se fasse dans la transparence. Il faut que ça se fasse aussi avec réflexion. C'est pas entre le premier et le deuxième tour, ou entre le deuxième tour et le jeudi qui suit le deuxième tour, qui est le jour de l'élection du président, qu'on peut régler ce type de questions. Ça se mûrit. Moi-même, j'ai mûri, j'ai réfléchi avant de prendre ma décision. Et puis maintenant que la décision est prise, il faut qu'ensuite que l'on débatte pour, je dirais, avoir un futur président tout à fait en capacité de prendre le relais sans difficulté, sans soubresaut. Donc ça se prépare, et on le fait dans la transparence, et on le fait démocratiquement. C'est pour ça que le débat a lieu maintenant. Alors venons-en à votre bilan quand même, parce que bon, vous avez peut-être changé la moralité, vous avez changé l'Essonne, vous le disiez tout à l'heure. Si on mettait sur le tapis l'accueil de la petite enfance, les handicapés, les personnes âgées, la création d'établissements scolaires, de quoi êtes-vous le plus fier? Écoutez, j'ai toujours dit que les élus avaient une foultitude de priorités. Quand un élu se déplace, il va voir des personnes âgées, il dit la priorité, c'est l'accueil des personnes âgées. Il va dans un collège, il dit la priorité, c'est l'éducation. Il se rend ensuite à la chambre de commerce et d'industrie, il dit le développement économique, c'est notre priorité. Bon. On avait beaucoup de priorités. Quand on en a beaucoup, on n'en a aucune. J'ai toujours dit depuis 12 ans que le Conseil général avait une priorité absolue. Il n'y en a qu'une. C'est l'école, avec un grand E majuscule. Parce que tout commence à l'école. Tout commence à l'école. Et puisque nous avons la responsabilité des collèges, eh bien, comme on dit familièrement, on a mis le paquet. On a construit un collège par an pendant 10 ans.
Cherchez un département en France qui a construit un collège par an. Un collège par an pendant 10 ans. On en a rénové, restructuré, aménagé, réhabilité près de la moitié de nos collèges. Et par conséquent, oui, nous sommes fiers des collèges de notre département. Et nous sommes fiers d'être entrés depuis 2 ans dans l'ère du numérique. Les collèges de l'Essonne, dans les 5 ans qui viennent, seront tous des collèges numériques, avec des tableaux numériques, avec des espaces numériques de travail, etc., etc. Et ça, oui, ça, c'est une grande fierté. Alors, il y a d'autres réalisations, bien sûr, dont nous sommes fiers. Le fait d'avoir, par exemple, ouvert autant de places dans des maisons d'accueil de personnes handicapées. Entre 2000 et 2010, nous avons ouvert autant de places dans notre département qu'entre 1960 et 2000. En 10 ans, on en a fait autant que nos prédécesseurs en 40 ans. 1000 places. 1000 places créées, ouvertes. Voilà. Là aussi, je veux le dire, nous sommes fiers parce que les personnes handicapées ne doivent pas être des citoyens à part, mais des citoyens à part entière. Et nous devons les intégrer dans la vie de la cité. Nous devons les intégrer dans la société. Et c'est ce que nous essayons de faire. Voilà deux exemples complémentaires à celui des collèges. Mais je pourrais en citer d'autres dans le domaine économique et scientifique. Le département de l'Essonne est certainement le premier département français pour la recherche publique. C'est certainement le territoire du plateau de Saclay, d'Évry, grand territoire, certainement le pôle d'innovation, si ce n'est le premier, l'un des tout premiers en Europe. Et oui, nous sommes fiers d'avoir eu l'intuition, dès 1998, précisément avec Thierry Mandon, parce que je pense que c'est surtout lui qui a lancé cette idée. Le développement de l'économie de notre département va se faire à partir du développement de filières technologiques. Les biotechnologies à Évry, et on a créé le Génopôle. Pas seul, avec la région. On a créé le Génopôle, qui est maintenant un centre de recherche dans le domaine des biotechnologies, de la génétique, vraiment reconnu dans le monde entier. Sur le plateau de Saclay, les logiciels, le numérique, la fibre optique. Là aussi, en créant l'association Optique Vallée, qui est une association qui fait de l'animation sur l'ensemble du territoire en direction et des centres de recherche et des entreprises, nous avons créé cet outil qui a permis, quelques années après, la création du premier pôle mondial de compétitivité, le premier, systématique, les systèmes complexes. Je dis là aussi, on est assez fiers parce que on l'a créé tout cela en 98-99. C'est-à-dire qu'on sentait que ça allait venir. Et aujourd'hui, je dirais les deux grandes technologies qui sont en train de révolutionner notre société, c'est-à-dire les biotechnologies et les technologies du numérique, ça se passe où? En Essonne, ici, chez nous. Il y a une troisième filière, et ça c'est pour les 10 ans qui viennent. Ça c'est pour mon successeur. Il y a une troisième filière qui lui aussi, elle aussi va profondément marquer notre département, créer des richesses et des emplois. C'est la filière des éco-activités. Et là, les éco-activités, pas comme la biotechnologie où c'est à Évry et le numérique, les logiciels, c'est sur le plateau de Saclay. Les éco-activités, c'est partout. C'est au nord de l'Essonne, mais c'est aussi au sud de l'Essonne. Et cette filière, qui est d'une richesse considérable, il y a un potentiel énorme, il y a des milliers d'emplois à créer dans les années qui viennent autour de cette filière. Nous prenons, nous, l'initiative, non pas de créer des entreprises, c'est pas notre boulot, mais de faire émerger une organisation qui permette précisément à ces entreprises, à ces laboratoires, et bien de pouvoir se développer ou de s'implanter dans notre département. Bon, tout ne roule pas comme ça à toute vitesse. Si je me souviens bien, il y a quelques jours, en début de semaine, vous aviez refusé, enfin, je parle des élus de gauche, de participer à un conseil d'administration de l'établissement public oui. de Paris-Saclay, qui doit se réunir d'ailleurs ce soir,
qui devait se réunir. Qui s'est réuni il y a 2 jours. Et les élus de gauche, effectivement, n'ont pas participé à cette réunion du conseil d'administration. C'était la deuxième réunion. Première réunion, c'était la mise en place. La deuxième réunion, c'était la prise de premières décisions, création de commissions, voir comment on peut élaborer un contrat de développement territorial entre les collectivités et l'État. Nous n'avons pas souhaité participer à ce conseil d'administration parce que nous considérons que l'État ne nous a pas apporté des réponses satisfaisantes aux questions que nous lui avons posées sur la gouvernance de cet établissement. Nous sommes pour la codécision État, collectivité territoriale. Et aujourd'hui, on a le sentiment que l'État en fait un peu trop et un peu trop seul. Il faut faire avec les collectivités. On n'est plus au temps du général de Gaulle, lorsqu'on créait des villes nouvelles, et l'État décidait de tout. Pourquoi il décidait de tout? Parce qu'ils étaient le seul financeur, le seul propriétaire foncier, et le seul à penser à être visionnaire pour notre pays et nos territoires. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tout cela, c'est partagé. Il y a l'État qui joue son rôle, important, mais il y a les collectivités territoriales, qui ont des compétences, qui ont des financements, qui ont des idées, qui ont des projets. Et donc, il faut qu'on le fasse ensemble. Voilà. Et sur les financements, c'est le dernier point. C'est pas clair. C'est pas l'État qui décide et les collectivités qui payent. On veut bien payer. On peut même payer à 50-50. Mais il faut qu'on décide ensemble ce sur quoi nous allons investir. C'est pas encore clair et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité participer à cette réunion du conseil d'administration mardi dernier. Monsieur Berson, en parlant d'État, votre mandat a également été marqué par, je dirais, une forme d'opposition vis-à-vis de l'État. Je pense notamment à quelques campagnes qui ont été réalisées sous votre mandat, réclamant des choses à l'État et critiquant ouvertement certaines réformes de type fiscal et territorial. Pensez-vous que c'est votre rôle et le rôle d'une collectivité territoriale comme le Conseil général de s'opposer comme ça à l'État et comme vous l'avez fait? Oui, c'est pas notre rôle, c'est notre devoir. L'État nous a confié des compétences qu'il assumait avant, qu'il ne veut plus assumer parce que il est de plus en plus exsangue. Il croule sous le poids des déficits et des dettes, et par conséquent, il transfère ses compétences, donc ses dépenses, aux collectivités territoriales et surtout, essentiellement, aux départements, dans le domaine social, le RSA, revenu de solidarité active, l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées, la PCH, la prestation compensatrice du handicap. Voilà 3 grandes allocations universelles, ce sont des allocations de solidarité. L'État nous demande de les mettre en œuvre, mais il ne nous transfère pas les crédits. Ou plus exactement, il nous transfère les crédits à 80 ou 85%. Et il manque 15%. Et bien ces 15%, l'État doit nous les payer. Pourquoi? Parce que ce sont des allocations universelles de solidarité décidées, dont le montant est décidé par l'État, et c'est le même partout. Heureusement, nous sommes en République, égalité des droits. L'APA, le RSA, la PCH, que vous soyez à Lille, à Marseille, à Brest, à Strasbourg, c'est le même montant. Donc quand il manque 15%, comme c'est le cas aujourd'hui, qui c'est qui paye? Ce sont les habitants du département. On fait jouer la solidarité départementale pour financer une allocation qui en fait est nationale et universelle. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons à l'État, 1, de nous payer ce qu'il nous doit, 100 millions, excusez du peu, pour le département de l'Essonne, depuis 2004. Et 2, qu'on nous donne une ressource pérenne, de type impôt national, pour que l'on puisse faire face financièrement au paiement de ces allocations. Donc oui, nous avons mené une bataille féroce, à tel point que nous sommes devant le Conseil constitutionnel, en disant au Conseil constitutionnel, le sort qui nous est réservé n'est pas constitutionnel. Et c'est à vous de le dire. Et nous avons fait un recours. Pas à nous, département de l'Essonne, les 58 départements de gauche de notre pays.
Président, il ne me reste même pas une minute d'émission. Je voudrais que vous nous disiez un mot sur le soutien extrêmement actif dont vous avez été l'auteur dans le département à propos de la culture, notamment l'opéra par exemple. Vous savez, quand on est en période de crise, il y a un chapitre auquel il ne faut pas toucher, c'est la culture. La culture, c'est un supplément d'âme, c'est ce qui permet de créer du lien social, c'est ce qui permet d'affirmer des identités. Et donc oui, le chapitre culture, dans cette période difficile, n'a pas subi de diminution. Au contraire, nous avons développé des chartes culturelles avec toutes les communes qui souhaitaient avoir un partenariat avec le département. Bien sûr, nous subventionnons très largement l'Opéra de Massy, mais également la scène nationale de l'Agora, et c'était aussi là une très grande fierté. Et peut-être que vous irez voir des spectacles en tant que sénateur dans pas très longtemps, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci Julien, merci Président. Merci. Et à bientôt pour une nouvelle attitude.